La confiance se brise toujours en silence. Mais ce soir, vous allez entendre comment une seule trahison peut détruire 2 familles à la fois et retourner une vie entière en quelques jours. Parfois, ce n'est pas l'amant qui porte le coup le plus dur, mais la vérité, quand elle éclate au grand jour. Et quand le nom d'un seul infidèle déclenche une chaîne de divorces, de scandales et de destins brisés, une simple aventure devient une véritable bombe à retardement. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Vous êtes ici chez vous. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dans votre rue. Pluie, soleil, nuit tardive ou matin pressé. Car pendant que le ciel change, les secrets, eux, ne disparaissent jamais. Il arrive parfois que le monde s'effondre en un instant, lorsque la confiance et l'amour les plus précieux se brisent en 1000 morceaux contre la vérité cruelle de la trahison. C'est exactement ce qui arriva dans la vie de Jean, dont l'existence semblait jusqu'alors solide et prévisible. Mais une seule infidélité de sa femme, Eva, déclencha une série d'événements qui non seulement détruisit leur famille, mais engagea également un processus irréversible de désagrégation d'une autre cellule familiale, apparemment heureuse. Cela en valait-il la peine ? Chacun trouvera sa propre réponse à cette question en se plongeant dans le tourbillon des passions et des décisions qui bouleversèrent la vie de nombreuses personnes. Jean se tenait dans la cuisine, comme figé dans le temps, attendant le retour d'Eva. L'horloge murale égrenait les minutes, approchant de 22 heures, et chacune d'elles emplissait l'air d'une tension croissante. Il ressentait un pressentiment lourd et oppressant qui lui coupait le souffle. Finalement, le déclic de la porte d'entrée retentit, puis des pas, et Eva apparut dans l'encadrement. Sa démarche légère, son regard légèrement trouble et le parfum à peine perceptible d'un parfum étranger la trahissaient complètement. Elle était légèrement éméchée, et son air radieux montrait clairement qu'elle avait passé un moment absolument merveilleux, sans se soucier du mari qui l'attendait à la maison. « Tu ne dors pas encore ?» demanda Eva avec légèreté, sans remarquer ou en ignorant le calme glacial de Jean. « Et toi, tu rentres tôt aujourd'hui ? On dirait qu'Hervé attend déjà ton jugement de conscience. » Encore un coin douillet dans un hôtel de campagne, où il s'est montré généreux avec un vrai hôtel. La voix de Jean était calme, mais on y entendait un timbre d'acier. Eva se figea près du comptoir de la cuisine, les bras croisés sur la poitrine. La lumière de la lampe tombait sur son alliance, qui sur son doigt semblait quelque chose de totalement étranger et dénué de sens. « Jean, ce n'est qu'une aventure passagère, prononça-t-elle avec des notes de regret, mais sans véritable repentir. Je n'ai pas l'intention de changer quoi que ce soit à notre vie commune. Je suis vraiment désolé que cela se soit passé ainsi. Mais Hervé a une famille, des enfants. Je ne compte pas détruire son mariage. C'était simplement un divertissement, une faiblesse passagère, tu comprends ? Je suis contre le divorce. Point final. » Eva s'assit face à Jean, à la table de la cuisine, évitant son regard direct. Il l'observait en silence, sans l'interrompre, lui permettant de s'exprimer jusqu'au bout. Quand ses mots se tarirent, un silence oppressant s'installa dans la pièce. L'air semblait devenu lourd, pesant, plein de griefs inexprimés et de vérités amères. Finalement, Jean prit la parole. Sa voix sonnait étrangement, même à ses propres oreilles. « Tu ne ressens rien pour moi ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Tu parles de sa famille, mais qu'en est-il de la nôtre ? Je t'aime, Jean, mais je vois Hervé. Et cela ne doit pas nécessairement signifier quelque chose, répondit Eva, tentant de se convaincre elle-même plutôt que lui. Tu ne réalises même pas les conséquences de tes actes, rétorqua Jean, et sa patience fondait à vue d'œil. Quelles conséquences demanda-t-elle en levant vers lui un regard effrayé. Brigitte, la femme d'Hervé, est au courant de votre liaison, donc tu peux tranquillement déménager chez lui. D'autant plus que cet appartement m'appartenait avant le mariage, et j'ai mes propres projets pour l'avenir. Ces mots étaient froids et sans appel. Tu veux dire que Brigitte est au courant ? Précisa Eva. Son visage pâlit. Oui, en apprenant vos rencontres, je l'en ai informée. Je considérais que c'était mon devoir, confirma Jean, observant comment son masque de calme commençait à se fissurer. Jean, tu as détruit une famille. Hervé n'était qu'une attirance légère, s'exclama-t-elle. Sa voix portait des notes de panique. Peut-être que pour toi ce n'était qu'une attirance, mais d'après ce que je sais, des hommes comme lui, tu en as eu beaucoup. Aujourd'hui même, fais tes bagages et prépare-toi à déménager, dit Jean, ne lui laissant aucune chance de reculer. « Et où suis-je censé aller, d'après toi ?» demanda Eva, tentant de retarder l'inévitable. «
Je pense chez Hervé. Seulement, je ne suis pas sûr qu'il ait de la place pour toi, répondit-il, faisant allusion aux conséquences possibles de sa révélation. Jean, tu m'aimais? Nous surmonterons cela. Tout reviendra à la normale, supplia Eva, tentant de jouer sur ses sentiments. C'est-à-dire que comme tu t'amusais, tu continueras? Demanda Jean. Sa voix laissait transparaître l'amertume. Jean, quand je t'expliquerai mon point de vue, tu seras d'accord pour dire que j'ai raison. Tout cela ne fera que renforcer notre union, insista-t-elle, s'accrochant à une dernière branche. Mais maintenant, il y a des problèmes, remarqua Jean. Tu veux dire que je vais être licencié? Est-ce que ton supérieur accorde si peu de valeur à tes qualités professionnelles? Demanda Eva, tentant de détourner la conversation vers un autre sujet. Il ne me licenciera pas, mais je devrai fournir certains efforts. Je peux te recommander de commencer par faire tes bagages. Demain, toutes tes affaires se retrouveront à la poubelle, répondit Jean. Ces mots étaient impitoyables. Pendant qu'ils discutaient, Eva dessoulait progressivement, et la sombre réalité s'abattit sur elle de tout son poids. Comment tout expliquer à Hervé? Son mariage serait-il détruit? Cela restait incertain. Elle poussa un profond soupir et commença à plier ses affaires, ne prenant que le strict nécessaire. Vêtements, ordinateur portable, documents importants. Elle n'avait pas besoin de grand-chose. Elle jeta un regard vers la chambre. La robe de mariée, soigneusement emballée, reposait sur l'étagère supérieure de l'armoire. Le mobilier de chambre, hérité de son grand-père, était sa fierté. Il avait une allure impeccable, mais après réflexion, Eva n'en dit même pas un mot. « Je peux dormir ici ce soir ?» demanda-t-elle. Sa voix était presque un murmure. « D'accord, dors ici, mais demain, avant midi, tu ne dois plus être là, » répondit Jean en quittant la cuisine et en lançant par-dessus son épaule. « Tu dormiras dans la chambre d'amis, pas un pied dans la chambre. » Le matin, Eva se réveilla vers 9h. En se dirigeant vers la cuisine, elle découvrit que Jean avait déjà pris son petit déjeuner et était parti au salon. En la voyant, il dit brièvement « Prends ton petit déjeuner, puis commence à déménager tes affaires. La voiture arrivera à 14h. » Eva s'assit à table et répondit doucement. « J'ai déjà tout décidé. J'ai en partie fait mes bagages hier. À midi, une voiture arrivera et je partirai. Pardonne-moi, Jean. Je ne t'aimais vraiment pas. Enfin non, je mens. Je t'aimais. Mais tout s'est passé comme cela s'est passé. Je ne peux plus vivre autrement et tu n'accepteras jamais mon mode de vie. J'aurais dû en prendre conscience plus tôt et m'arrêter, mais je n'ai pas voulu. J'ai choisi le chemin qui m'a mené ici. » Jean, sans la regarder, demanda « Et où déménages-tu? Pourquoi as-tu besoin de savoir ça? Pour savoir où envoyer la demande de divorce ?» répondit-il. Eva soupira. « Je vais habiter chez un vieil ami. Je t'enverrai l'adresse par message. Parce qu'Hervé, hier quand je l'ai appelé, m'a dit qu'il allait m'enterrer. Sa femme a tout appris et l'a chassé de la maison. À midi, une voiture avec des déménageurs arriva. Les affaires furent chargées dans le fourgon. Avant de partir, Eva s'arrêta près de la porte et dit « Il reste mes chaussures rouges, elles sont dans le couloir. Tu n'en as pas besoin. Rappelle-moi, on décidera ensemble quoi en faire, les jeter ou les récupérer. Et encore, pardon pour tout. » Quand elle partit, Jean resta seul. L'appartement sembla soupirer de soulagement, bien qu'il fût empli d'un sentiment de vide. Eva n'avait pas menti. Plus tard, elle envoya un message avec l'adresse de son nouveau logement et lui rappela de ne le communiquer à personne. Le lendemain, Jean consulta un avocat, prépara une demande et la déposa au tribunal. Désormais, sa vie se résumait à attendre le divorce. Un jour, on sonna à la porte. Jean ouvrit et voyant Hervé, demanda « Que voulez-vous » ? « J'aimerais parler à Eva » répondit celui-ci, et son visage paraissait épuisé. « Hélas, elle n'habite plus ici » dit Jean en croisant les bras sur la poitrine. « Où est-elle passée ? Elle ne répond pas aux appels. Au travail, d'après ce que je sais, elle ne se montre pas. Je suppose qu'elle a été licenciée. » Hervé avait l'air perdu et désespéré. « Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a provoqué » s'exclama Hervé. Sa voix tremblait d'indignation. « Et alors » demanda Jean en gardant son impassibilité. « Comment ça ? Elle a donné les noms de tous ceux avec qui elle avait des rendez-vous au bureau, » répondit Hervé. « À qui les a-t-elle donnés ? Je ne comprends pas. » Jean ne s'attendait vraiment pas à un tel rebondissement. « Au centre médical Santé Plus, au médecin. J'ai vu la liste sur 2 pages. Résultat, plusieurs divorces.
Moi aussi, je divorce. Ma femme prend tout. Hervé était hors de lui de rage. Allez voir un avocat, peut-être qu'il pourra vous aider, conseilla Jean. Un avocat? Si je m'y pointe, ils vont m'écraser, s'écria Hervé. Et qui va vous écraser? Demanda Jean. Les parents de ma femme. Bon, dites-moi. Pourquoi avez-vous besoin de votre femme qui sera bientôt votre ex? Demanda Jean. Eh bien, elle m'assurait que vous l'aimiez et que vous ne l'abandonneriez jamais, répondit Hervé. Non, j'ai déjà déposé une demande de divorce et je l'ai mise dehors, répondit calmement Jean, en observant la réaction de son interlocuteur. J'aurais voulu lui mettre mon poing dans la figure, mais je pense que la récompense trouvera son héroïne. Beaucoup de gens la cherchent en ce moment, dit Hervé, et tête basse, il s'en alla. Après son départ, Jean rappela Eva. Elle répondit après une pause. « J'écoute. » « Et non, je ne serai pas au tribunal. Ce n'est pas pour ça que j'appelle. »« Ton amoureux est venu ici, il te cherche, » dit Jean. « Qu'ils aillent tous au diable, » répondit Eva. Sa voix laissait entendre irritation et peur. « Il souffre. Sa femme l'a chassé de la maison. Il a perdu son travail. Ah oui, et il a attrapé une sorte de maladie. Il a dit que là-bas, au centre médical Santé Plus, tu as établi une liste de contacts sur 2 pages, raconta Jean, ne manquant pas l'occasion de jeter de l'huile sur le feu. Jean, ne le crois pas. J'ai simplement écrit cette liste à la main, et tu sais à quel point mon écriture est large. Elle justifiait son acte. Et pourquoi l'as-tu écrite? Tu aurais pu simplement les en informer par téléphone, dit Jean. Qu'ils se fassent soigner. Ils se sont déjà fait soigner, répliqua Eva sèchement. D'accord, je t'ai prévenu. Le reste ne me regarde pas, dit Jean. J'aimerais que tu viennes au tribunal et que tu dises que tu ne t'opposes pas au divorce. Et qu'est-ce que j'y gagne? Demanda Eva. Hervé va me rattraper et m'arracher les jambes. Je t'aiderai à partir dans ta région natale. Où tu t'es installé à cette adresse, proposa Jean. Non, lui aussi me met dehors. Donc je dois partir, dit Eva. Faisons comme ça, le divorce, et je t'aide à rentrer chez ta mère, proposa Jean. Et comment je partirai? Avec mes affaires dans un camion de transport international? Demanda Eva. Un espoir perçait dans sa voix. Alors, je m'arrange? Précisa Jean. D'accord, j'accepte. Je serai au tribunal, répondit Eva. Eva ne mentit pas. Elle se présenta au tribunal, soigneusement dissimulée derrière des lunettes noires, cachant ses yeux et peut-être les traces de ce qu'elle avait vécu. Aux questions du juge, elle répondit qu'oui, elle reconnaissait les demandes et consentait au divorce. Le juge demanda avec surprise. « Dites-moi, si vous n'aviez pas de différend concernant le divorce, pourquoi êtes-vous venu au tribunal? Pourquoi ne pas vous être adressé au service d'état civil? » Nous pensions qu'il y aurait des différends. Mais hier, littéralement, nous avons pu régler tous nos désaccords, répondit Eva. Sa voix était faible et incertaine. Après le prononcé de la décision, le juge expliqua qu'elle entrerait en vigueur dans 1 mois. L'audience fut levée. Eva, demain une voiture avec des déménageurs viendra chez toi. Tous leurs services sont déjà payés. Je t'ai viré sur ta carte ta part des biens acquis en commun, répondit Jean. Je parle de la voiture et de notre maison de campagne. Voici l'évaluation financière. Je ne pensais pas que quelque chose me revenait et que j'avais encore des biens communs. Tu as même évalué la maison de campagne, cette cabane sur pattes de poule, s'étonna Eva. Sa voix trahissait une confusion mêlée de légère surprise. Honnêtement, toutes mes pensées étaient loin de ce qui se passait autour. Mon monde habituel s'est effondré. Je pense que j'ai eu tort de renoncer à toi et d'accepter le divorce, dit Eva, et sa voix devint plus mélancolique. Et comment comptais-tu vivre avec moi? Demanda Jean, la regardant droit dans les yeux. D'accord, trop de choses sont devenues évidentes. Pourtant, je faisais tout très soigneusement. Et je te dirai ceci. Nous sommes ici aujourd'hui parce que tu m'aimes encore. Simplement, tu es partie de ma vie, dit Eva, tentant de rejeter une partie de la faute sur lui. Tu ne vois pas la contradiction dans ce que tu dis? Demanda Jean. Quelle contradiction? Je ne comprends pas, dit Eva. Nous sommes ici pour divorcer, pour mettre fin à notre union conjugale volontaire, simplement parce que notre mariage est mort. Et je dois partir et recommencer à vivre sans toi, répondit Jean. Sa voix était emplie d'une décision définitive. Mais tu m'aimais, et ça me blesse que tu m'aies abandonné, dit Eva. Ces mots résonnaient de notes de blessure sincères. Faux, je ne t'ai pas abandonné. Je t'ai mise dehors quand j'ai compris que mon amour avait cédé la place à la haine. Donc je te dis adieu, dit Jean, mettant un point final à leur histoire. Et que vas-tu faire? Demanda Eva.
Je vais aller de l'avant, répondit Jean. Après le divorce, Jean commença à s'adapter à sa vie solitaire, bien qu'en principe peu de choses aient changé pour lui. Plus de 6 mois avant le divorce, il vivait déjà seul. Puisqu'Eva l'ignorait pratiquement, elle rentrait quand elle voulait, partait si elle ne partait pas pour des affaires urgentes, dormait toute la journée. Jean, ces derniers temps, habitait carrément dans la chambre d'amis. Mais ce soir-là, quand il lui présenta son ultimatum et lui proposa de libérer son appartement, il s'installa dans la chambre, lui laissant pour la nuit la chambre d'amis. L'appartement avait été légué à Jean par ses parents, 3 pièces spacieuses dans un immeuble. Elle servait de chambre, de salon et de chambre d'amis. En plus de cela, l'appartement possédait un grand et spacieux couloir, 2 placards pratiques, une grande cuisine, des toilettes séparées avec salle de bain. Des améliorations importantes avaient été effectuées dans l'appartement par Jean avant même le mariage. Il avait entièrement refait le chauffage et l'électricité, créant un espace confortable et moderne. Ce qu'il appréciait particulièrement dans l'appartement, c'était la hauteur des plafonds, qui créait une sensation d'espace. Cependant, il y avait un inconvénient. L'immeuble n'avait pas d'ascenseur, ce qui causait parfois des désagréments, et l'appartement n'avait pas de balcon. À la fin de sa journée de travail, Jean s'arrêta au café La Cuillère Dorée, situé non loin de chez lui. Il y dîna copieusement, essayant de se distraire de ses pensées oppressantes. Après le café, il se rendit en voiture au supermarché Galaxy, où il achetait ses provisions. Parfois, il passait au garde-meuble familial, réserve abondante, où étaient entreposés les restes de pommes de terre et les conserves de son potager, concombres, tomates. À part se trouvaient des pots de miel, ainsi que de la confiture de framboises et de fraises. Maintenant, assis au café La Cuillère Dorée, Jean pensa avec mélancolie qu'il faudrait bientôt récolter à nouveau. Selon ses estimations, il lui fallait au maximum 3 sacs de pommes de terre pour l'hiver. La confiture était déjà en excédent, car il n'était pas amateur de sucreries, et Eva mangeait peu à la maison. Après avoir terminé son dîner, il décida de ne pas aller au supermarché Galaxy aujourd'hui, de laisser cette tâche pour demain, pour vendredi. Il se gara près de l'immeuble, rangea sa voiture sur le parking et monta à son étage. Sur le palier, il rencontra une femme qui se tenait devant le tableau électrique ouvert. À côté d'elle se trouvait une fillette de 6 ou 7 ans environ, qui regardait elle aussi l'enchevêtrement mystérieux de fils et d'interrupteurs incompréhensibles, les yeux grands ouverts de curiosité. « Que se passe-t-il » demanda Jean en s'approchant. « Nous n'avons plus de lumière dans l'appartement, alors qu'ici, dans le couloir, ça marche. »« Je suppose que quelque chose s'est coupé chez moi, » répondit la femme. Sa voix était un peu désemparée. « Vous supposez bien. Seulement, la question, comprenez-vous quelque chose à ces tableaux électriques ?» demanda Jean, évaluant la situation. « Non, pour moi, c'est une énigme. Peut-être qu'un fil s'est détaché, » supposa la femme. « Je sais que les électriciens ont un appareil, un chercheur de phase, mais je n'en ai pas. »« Comment puis-je vérifier autrement ?» demanda la femme, cherchant manifestement un conseil. « Quand on ne sait pas comment vérifier, il faut pointer le doigt, » répondit Jean avec un léger sourire. « Et alors ?» demanda la femme en le regardant avec surprise. « Si vos pantoufles s'envolent, alors c'est certainement la phase, » répondit Jean, ne cachant plus son sourire moqueur. « Qu'est-ce que ça veut dire la phase ? Et pourquoi les pantoufles s'envoleraient ?» demanda la femme, ne comprenant pas son humour. « Quand vous trouverez la phase, non seulement les pantoufles s'envoleront, mais des étincelles jailliront de vos yeux. L'essentiel, c'est qu'elles ne tombent pas sur votre peignoir, elles y brûleraient des trous. Et la phase, c'est le fil par lequel passe le courant électrique. « Vous n'avez pas étudié la physique à l'école ?» demanda Jean, tentant de détendre l'atmosphère. « J'ai terminé la faculté de médecine. Dites-moi plutôt comment remettre la lumière dans l'appartement. »« Je dois déjà nourrir Mylène ?» demanda la femme, visiblement fatiguée de la situation. « Et pourquoi l'avez-vous amenée ici ?» demanda Jean en désignant la fillette. « Eh bien, dans l'appartement, il fait noir. Elle a peur de rester seule, » répondit la femme. « Je comprends, » dit Jean. Il s'approcha du compteur, l'examina et décida de ne pas prendre de risques. Il composa le numéro d'Axel, qui vivait dans l'entrée voisine, et qui lui avait refait le câblage de son appartement. « Salut Jean, je t'écoute, » répondit Axel. « Axel, ici dans un appartement, l'électricité a sauté. Quelque chose ne va pas dans le tableau. »« Tu ne veux pas jeter un œil ? Je te verse à boire, » demanda Jean. « Comme d'habitude, attends, j'arrive dans 2 minutes, » répondit Axel. Jean s'adressa à la femme. « Dites-moi au fait, qui êtes-vous ?»« J'ai emménagé ici dans cet appartement il y a 1 semaine, » répondit Lydie. « Parfait.
Et où sont passés les voisins demanda Jean. Ils ont déménagé dans mon ancien logement. Le mari de ma sœur a emménagé dans un appartement à l'autre bout de la ville, et il m'a cédé cet appartement à moi et à Mylène, la fille de ma sœur, répondit Lydie. Et votre sœur, où a-t-elle déménagé demanda Jean, sentant que l'histoire pouvait être compliquée. Malheureusement, elle est décédée, répondit Lydie. Sa voix trembla. Désolé, dit Jean. Et votre mari, où est-il? Je ne suis pas marié, répondit Lydie. À ce moment-là, Axel apparut. Il salua, s'approcha du tableau, regarda à l'intérieur et dit « Ne me touchez pas, sinon vous allez prendre une décharge. » Puis il plongea à l'intérieur, commença à tordre les fils à main nue pour les connecter, après quoi il brancha l'un des fils au disjoncteur, sortit une pince de sa poche et fixa le fil. « Voilà, vous avez eu de la chance. Le fil neutre a brûlé. Encore un peu, et les appartements de votre étage auraient reçu 380 volts, dit Axel en se redressant. Et qu'est-ce qui se serait passé demanda Jean. Non, pour vous ce n'est pas mortel, si la mise à la terre est correctement installée. Mais il y a un déséquilibre de phase qui brûle, ce qui entraîne une augmentation de la tension dans les prises de l'appartement. Les appareils peuvent être endommagés. Un incendie peut se déclencher, expliqua Axel. Mais chez moi, rien n'était allumé, dit Lydie. Ah oui, et le réfrigérateur ne fonctionne pas non plus? Et votre horloge est alimentée par le réseau. La télévision est en mode veille, dit Axel avec ironie. Pourquoi l'électricité a-t-elle sauté uniquement dans l'appartement de la voisine demanda Jean. C'est votre chance. Son disjoncteur est faible, c'est lui qui a sauté. Qu'avez-vous branché demanda Axel à Lydie. Nous avions la télévision qui marchait, je repassais. J'ai allumé le micro-ondes, répondit Lydie. Le disjoncteur n'a pas tenu, il a sauté. En gros, avec votre repassage, vous avez sauvé les voisins des ennuis. J'ai un disjoncteur plus puissant et demain, on vous l'installera. Et j'enverrai mon équipe ici, qu'ils refassent tout le tableau. Et ils passeront dans les étages. Ils vérifieront tout, dit Axel en terminant son travail. Quelqu'un a dit qu'il verserait à boire, rappela Axel en regardant Jean. Oui, entre donc, j'ai ouvert la porte. Eva ne grondera pas, dit Jean en invitant Axel. Non, elle ne grondera pas. Aujourd'hui, justement, la décision du tribunal est entrée en vigueur. J'ai divorcé d'avec elle, dit Jean. Sa voix était dénuée de regret, c'était juste un constat. Jean dit au revoir à sa voisine et dit à la fillette « Mylène, si tu as besoin, viens me voir. Je suis à la maison le week-end. J'ai aussi de la délicieuse confiture. Est-ce qu'il existe de la confiture pas délicieuse? Je viendrai certainement si on me laisse partir, répondit Mylène avec la spontanéité d'une enfant. Jean et Axel entrèrent dans l'appartement. Jean dressa la table. Ils s'assirent, burent, mangèrent. Et Axel demanda « La voisine habite depuis longtemps dans cet appartement ?»« Elle a emménagé il y a une semaine. »« Dis-moi, comment tu tords les fils à main nue ?» demanda Jean, encore impressionné par son habileté. « J'ai une résistance cutanée élevée. De plus, autre condition, les pieds secs et je mets des bottes en caoutchouc. Je te dirais, j'ai pris 380 volts dans les mains. Ça picote un peu. 220, je ne sens rien, répondit Axel en haussant les épaules. Et où as-tu appris ça demanda Jean. En Afrique. Là-bas, les électriciens font tout à main nue et n'ont pas peur. La terre est sèche. Beaucoup ont une bonne résistance cutanée des mains. Seulement, il y a un mais. Après la pluie, tant que la terre est mouillée, on ramasse leur corps comme des champignons, raconta Axel avec un humour sombre. C'est-à-dire qu'eux aussi prennent des décharges demanda Jean. Je t'ai dit qu'il y a 2 conditions, et il faut les respecter. Allez, encore un petit verre, et je me sauve avant que ma femme arrive avec des reproches sur pourquoi je traîne ici, dit Axel en se préparant à partir. Pendant ce temps, Eva arriva chez ses parents. Le voyage fut long, et en route, elle réfléchissait douloureusement à ce qu'elle avait perdu et à ce qu'elle allait dire à ses parents. À sa surprise, ses parents acceptèrent son explication. Elle raconta simplement. « Maman, papa, je me suis disputée avec Jean. Il s'intéressait à une femme et s'est mis à boire. Il ne faisait plus attention à moi. »« Et il te trompait ?» demanda sa mère en regardant sa fille avec inquiétude. « Non, mais il ne lui restait qu'un petit pas à faire. » Mais un jour, après m'être disputé avec lui, je suis parti chez une amie et j'ai dormi chez elle. Il savait que j'étais là. Le lendemain,
je me suis réveillé tard et je suis allé faire des courses avec mon ami. Je ne me pressais pas de rentrer. Et quand je suis rentré, j'ai découvert qu'il avait rassemblé mes affaires et s'apprêtait à les jeter à la poubelle. C'est là que j'ai pris la décision de le quitter. J'ai vécu chez mon ami et après la dissolution du mariage, j'ai décidé de venir chez vous. Dans cette ville, rien ne me retenait, raconta Eva, s'efforçant de déformer au maximum la vérité en sa faveur. « Et que vas-tu faire » demanda sa mère. « Maman, que vais-je faire ? Aller de l'avant. Ma vie ne s'arrête pas là. Je vais trouver du travail pour ne pas vous gêner. Je louerai un appartement en ville. Peut-être que j'achèterai une chambre, répondit Eva, tentant de paraître confiante. Ma chérie, pourquoi donc ? Nous manquons de place ici. Va dans ta chambre, elle est libre. Range tes affaires, dit sa mère en essayant de la réconforter. Eva passa dans la chambre où elle visait autrefois. Elle était satisfaite que le spectacle dramatique qu'elle avait organisé pour ses parents se soit bien déroulé. Elle ricana intérieurement, imaginant Jean revenir vers elle, la queue entre les jambes, la suppliant de revenir et d'oublier tout, et qu'il rétablirait leur mariage. Une semaine plus tard, elle ne riait plus. Jean n'avait donné aucun signe de vie. Il ne s'était même pas inquiété de savoir comment elle était arrivée. Eva voulait téléphoner ou envoyer un message à lui ou à son amie Martine, mais elle ne pouvait pas se le permettre. Contacter Jean pour entamer une correspondance. Elle ne croyait pas en sa capacité à trouver une autre femme. Pendant ce temps, Jean était satisfait. Les affaires d'Eva n'étaient plus dans son appartement. Dans l'entrée, il n'y avait plus ses nombreuses chaussures, bien que dans le coin traînaient tristement les chaussures rouges qu'elle avait enlevées quand elle était rentrée de sa sortie. Dans la chambre, tous les placards lui appartenaient. Il se réjouissait également qu'Eva ait laissé tous les meubles de l'appartement et n'y prétende pas, acceptant une petite compensation financière. Jean, déjà instruit par une amère expérience, conservait les relevés des virements d'argent sur le compte d'Eva. Elle, voyant les sommes qui arrivaient sur son compte, pensait que de cette manière, il essayait de la retenir. Il fallait du temps pour que tout se calme. D'autant plus que les participants au scandale avaient pour la plupart quitté la ville. Leur départ avait commencé après la fuite d'informations sur leur contamination par des infections sexuellement transmissibles. C'est alors qu'avait suivi une série de divorces retentissants. Une partie des affaires à ce sujet était en cours d'examen. Après 2 semaines de vie chez ses parents, Eva commença à se décourager. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Jean ne donnait aucun signe de vie. Elle n'y tint plus et appela son amie Martine. « Écoute, renseigne-toi sur comment vit mon ex, parce qu'ici, on ne le voit ni ne l'entend. Je sais que sa voiture est sur le parking, mais lui-même je ne le vois pas, répondit Martine. Eva, je comprends que tu as royalement merdé. Prends pleinement conscience. Pourquoi avais-tu besoin de ces collègues de travail ? Le principe sacré aurait dû s'appliquer. Ne t'amuse pas là où tu habites, et n'habite pas là où tu t'amuses. Tu étais bien avec Jean, alors pourquoi as-tu eu cette série de rendez-vous ? J'ai du mal à comprendre tout ça. Tu aurais probablement dû t'arrêter, dit Martine sans mâcher ses mots. Écoute, et si je venais ? Demanda Eva, pleine de désespoir. Quoi, tu en as marre de vivre ? Il y a de tels règlements de compte à cause de toi, répondit Martine. Et quels règlements de compte ? Je ne les ai pas forcés à me courir après. Bref, tu ne me conseilles pas de venir, demanda Eva. Pour l'instant, non, c'est risqué, répondit Martine. Le samedi, Jean se souvint qu'il avait laissé un sac de provisions dans la voiture. Il sortit sur le parking, ouvrit le coffre et récupéra le sac. Sur le palier, il rencontra sa voisine Didi qui, avec Mylène ensommeillée, s'apprêtait à aller quelque part. Il salua et demanda « Sitôt un jour de repos ? » « Je vais au travail. On a appelé. Un malade est arrivé. »« Il faut l'opérer, » répondit Didi, paraissant fatiguée mais concentrée. « Ah bon ? Et Mylène ? demanda Jean. « Elle va assister dans mon cabinet. Allez, il faut. »« Non. Et elle a promis de venir en visite. On trouvera de quoi s'occuper. Par exemple, pour commencer, je vais la coucher. Je vois qu'elle dormait et ses jambes se dérobent sous elle. Ensuite, on prendra le petit déjeuner. On allumera la télévision. J'ai actuellement environ 100 chaînes de branchées. Il y en aura sûrement pour enfants. Et pour que vous ne vous inquiétiez pas, voici mon numéro de téléphone, proposa Jean en lui tendant son portable. Lydie réfléchit, puis, regardant Mylène endormie, accepta. Mylène entra dans l'appartement de Jean. Dans l'entrée, elle vit les chaussures rouges et déclara « Je vais marcher avec celle-là ». Après quoi,
Elle s'assit par terre et commença à les essayer, tentant de les enfiler sur ses petits pieds. « Elles ne te serrent pas ?» demanda Jean en souriant. « Quoi ? Oui, elles vont tomber, répondit Mylène. Faisons comme ça. Tu vas te coucher maintenant et finir ton sommeil. Et moi, pendant ce temps, je vais résoudre ton problème de chaussures, proposa Jean. Ses chaussures étaient tout de même trop grandes, et le problème de chaussures ne put être résolu. Néanmoins, Mylène dormit un peu, puis se réveilla. « Tu m'as promis de la confiture ?» rappela-t-elle. « Promis, donc il bien en aura. Mais d'abord, on va manger de la semoule, dit Jean. « Où est-elle » demanda Mylène en regardant autour d'elle. « On va la faire cuire maintenant. Toi, pendant ce temps, lave-toi les mains et viens à la cuisine. »« On peut regarder les autres pièces ?»« Bien sûr, on peut, répondit Jean. » Pendant que Mylène se lavait et faisait le tour de l'appartement, Jean prépara la semoule. Il étonna Mylène avec la confiture. Voyant avec quel appétit elle mangeait la bouillie, Jean lui mit une cuillère de confiture et dit « Et voilà la confiture. » Mylène mangea un peu de confiture et déclara « Je suis rassasié. »« Pourquoi tu n'as pas fini la confiture ?» demanda Jean. « Je ne peux pas en manger beaucoup. Lydie dit que j'aurai une dermatite et que je ne peux pas manger de chocolat non plus, répondit Mylène. Et tu n'en goûtes jamais demanda Jean. J'en goûte, si Lydie le permet. Et qu'est-ce qu'on va faire demanda Mylène. Il faut acheter des chaussons, donc on va aller au supermarché Galaxy. Ça ne te dérange pas demanda Jean. C'est là où il y a de la glace demanda Mylène. Ses yeux s'illuminèrent. L'allergie ne te gênera pas demanda Jean. Mais j'en mangerai juste une, répondit Mylène. D'accord, allons-y, dit Jean. Ils arrivèrent au supermarché Galaxy et montèrent au rayon enfant. Pendant qu'ils marchaient, l'une des sandales de Mylène se déchira. Elle dit avec dépit. « Et comment je vais rentrer à la maison maintenant ? » « On va t'en acheter des nouvelles, répondit Jean. Une demi-heure plus tard, ils étaient assis dans la cafétéria et mangeaient de la glace. À côté de Mylène était assise une belle poupée. À ce moment, Martine entra dans le café et remarqua Jean avec Mylène. Ils étaient assis à une table et discutaient de quelque chose. Sachant que Jean n'avait pas d'enfant, Martine fit le tour du café, essayant de comprendre avec qui il était venu. Elle fut très surprise quand Jean et Mylène se levèrent et se dirigèrent vers la sortie. Martine les photographia de loin. Eva rappela quelques minutes plus tard et demanda « Martine, qu'est-ce que c'est ?»« Quoi ? Et qui c'est ?»« Ton Jean avec une petite fille. Apparemment, il faisait des achats au supermarché Galaxy. Je les ai remarqués dans la cafétéria où ils mangeaient de la glace, » répondit Martine. « Et où est la femme, la mère de cette fille ?» demanda Eva, sentant tout se serrer à l'intérieur. « J'ai bien regardé, il n'y avait aucune femme. »« Ils sont montés à deux dans la voiture et sont partis, » répondit Martine, ne sachant pas quelle tempête elle venait de déclencher dans l'âme d'Eva. Quand Jean et Mylène rentraient à la maison, un appel retentit. Jean regarda l'écran. C'était un numéro inconnu. Il répondit « Je vous écoute. »« C'est Lydie. Comment ça se passe ?» demanda Lydie. « Tout va bien. Et chez vous ?» demanda Jean. « J'ai tout terminé et je rentre à la maison, » répondit Lydie. « Ah bon ? Nous, on est dehors en ce moment. Je propose qu'on se retrouve au parc Square Tranquille sur le parking. Je serai là dans 5 minutes environ, » proposa Jean. « Parfait, je passe justement par là. Mais je dois passer au supermarché Galaxy, » dit Lydie. « Pourquoi ?» demanda Jean. « Mylène a dit que ses sandales allaient bientôt tomber en morceaux. Il faut en acheter des nouvelles, » répondit Lydie. « Elles sont déjà tombées en morceaux. On en a acheté des nouvelles et elle les porte maintenant, » dit Jean. Effectivement, 5 minutes plus tard, ils arrivèrent au parc Square Tranquille, garèrent la voiture sur le parking et retrouvèrent Lydie. Tous ensemble, ils se rendirent aux attractions pour enfants. Mylène demanda immédiatement tout ce qui était possible. Mais sur certaines attractions, les enfants n'étaient admis qu'avec des adultes. Pendant que Mylène et Lydie faisaient un tour sur une attraction plus calme, le téléphone de Jean sonna. À la sonnerie, il comprit que c'était Eva. « Je t'écoute, quelque chose s'est passé ?» demanda Jean, s'efforçant de parler calmement. « Rien, simplement j'ai appris que tu as déjà un enfant et apparemment une autre femme. Je pense que tu as vite changé de cap, » dit Eva. Sa voix laissait transparaître la fureur. « Je ne change pas de cap. Et que vas-tu faire maintenant ? Tu vas te battre pour moi ? » « Ne battre pour toi ? Tu es devenue folle après m'avoir déclaré que tu ne m'avais jamais aimé. Non, merci. Et les enfants, d'où viennent-ils ? Eva, ce ne sont pas tes affaires. Donc je termine la conversation. Ma fille m'attend. Nous allons à une attraction, répondit Jean. Une attraction ? Une grande roue ? Jean coupa le téléphone.
À ce moment, Mylène et Lydie le rejoignirent, et ils se rendirent tous ensemble faire un tour sur la grande roue, profitant de la vue sur la ville depuis les hauteurs. Après le déjeuner, ils montèrent en voiture et rentrèrent à la maison. En chemin, Mylène annonça joyeusement à Lydie : « Je vais maintenant en visite chez Jean. Je vais regarder des dessins animés avec mes nouveaux chaussons et ma poupée sur le grand téléviseur. » « Quels nouveaux chaussons ?» demanda Lydie. « Je les ai mis dans le coffre. » Imagine, Mylène arrive et je n'ai pas de chaussons pour enfants. On est allé en acheter. « Je te dois pour la journée d'aujourd'hui. Et mets dans le compte les services de fourniture électrique, dit Lydie. « Ne me vexe pas. Je ne suis pas pauvre et je peux me permettre de faire un cadeau à un enfant, surtout à une petite fille aussi belle et sage. Si tu dois aller quelque part et que je suis libre, fais appel à moi. »« Je veillerai toujours sur elle, répondit Jean. Je me sens un peu gêné, dit Lydie, embarrassée. Ce n'est rien. Au fait, je peux passer la chercher au centre de développement pour enfants Soleil et l'y déposer. Comme ça, on l'emmènera ensemble. Et je peux te conduire au travail si nécessaire et venir te chercher, continua-t-il. Je me sens vraiment gêné. J'ai l'impression de devenir un fardeau pour toi, objecta Lydie. Aucun fardeau. S'il y a des problèmes, fais appel à moi. Je t'aiderai toujours, assura Jean. Quand ils arrivèrent à la maison, Jean gara la voiture, prit les achats et les porta à Lydie. Après cela, il monta chez lui. Quelque temps après, des coups retentirent à sa porte. En l'ouvrant, il vit Mylène avec une poupée dans les mains. La fillette donnait des coups de pied dans la porte. « Pourquoi tu casses ma porte ? J'avais dit que je viendrais en visite, répondit Mylène. Tu l'avais dit, mais pourquoi tu tapes dans la porte ? Parce que je n'arrive pas à atteindre le bouton de la sonnette. Elle est trop haute chez toi. Et où sont tes chaussons ? Comment ça, où ? Je les ai oubliés à la maison. D'accord, entre, dit Jean. Jean conduisit Mylène dans la pièce, alluma le grand téléviseur. Mylène, avec sa poupée, grimpa dans le fauteuil et commença à regarder des dessins animés, complètement plongés dans leur univers. Pendant ce temps, Eva était assise dans sa chambre et réfléchissait. J'ai eu tort de donner le divorce à Jean. J'aurais dû au contraire faire traîner le processus. Il se serait ressaisi et tout serait revenu comme avant, bien que cette infection imprévue ait tout chamboulé de toute façon. Venir le voir maintenant est totalement irréaliste. Même Martine m'a mis en garde contre cela. Il va falloir m'installer ici et commencer à vivre. Mais papa ne quittera jamais la ville. Il répète toujours « Je n'ai pas besoin de terre étrangère, mais je ne céderai pas un pouce de la mienne. » Pourquoi a-t-il besoin de 3 pièces tout seul ? Et d'où lui vient cette femme tout à coup ? Ou est-ce que je ne l'avais pas remarqué avant ? Vers 20h, Jean mit la table. « Choisis, les crêpes peuvent se manger avec de la confiture ou de la crème fraîche, proposa-t-il à Mylène. Je vais manger un peu de tout, mais cette confiture, elle n'était pas là ce matin, remarqua Mylène en désignant le pot. C'est de la confiture de cassis, elle est fraîche, je l'ai faite il y a 10 jours. Le téléphone sonna alors. J'écoute. C'est Lydie, vous avez dîné ? Avec 3 sortes de confiture et de la crème fraîche. Et Mylène dévore la confiture. Elle a tout réparti rationnellement, bien que les crêpes à la confiture dominent. Ah bon ? J'arrive. Lydie sonna à l'appartement de Jean et entendit. Entre, c'est ouvert. Nous sommes dans la cuisine, la table est mise. Je voulais vous faire des raviolis. Heureusement que j'ai téléphoné d'abord. Et que se passe-t-il avec les raviolis ? Demanda Jean. Ils sont repartis au congélateur. Il faut qu'on coordonne ce genre d'action. Gaspiller les produits, répondit Lydie avec un sourire. Je nourrirai toujours Mylène. Je n'ai aucun problème avec ça. Et certainement pas avec des raviolis, dit Jean. Mes raviolis sont faits maison. On les a préparés ensemble avec Mylène, dit Lydie. C'est bien, parce que ceux du magasin ne peuvent pas être consommés. Ils ont l'air beaux, savoureux, mais ils sont bourrés d'additifs et de conservateurs. C'est pour ça que je les fais moi-même. Quels sont vos projets pour demain ? Nous avons congé demain et lundi aussi, répondit Lydie. Parfait. Je vous invite à ma maison de campagne, clairière ensoleillée, proposa Jean. Tu as aussi une maison de campagne ? S'étonna Lydie. Oui, j'ai une maison de campagne. Dis-moi, pourquoi Mylène t'appelle Lydie et pas maman ? Demanda Jean, sentant qu'il pouvait aborder un sujet plus personnel. C'est la fille de ma défunte sœur, issue d'un premier mariage. Je l'ai adoptée. Elle le sait, répondit Lydie, et une légère tristesse perça dans sa voix. Le téléphone de Jean sonna.
Il regarda le numéro, s'excusa et sortit dans la pièce. Mylène dit alors « Lydie, Jean fait lui-même de la confiture, tu te rends compte ?»« Qu'est-ce que je dois me rendre compte? Comment il fait la confiture ?»« Et tu sais comme elle est délicieuse ?» dit Mylène en regardant la confiture avec enthousiasme. « Je le sais déjà. Je mange aussi des crêpes avec de la confiture, » sourit Lydie. Jean revint et dit « Eh bien voilà, moi aussi j'ai congé lundi. Le client ne viendra pas, et l'autre commande est encore au stade de la signature du contrat, et elle aussi est suspendue. Pour celle-ci, il n'y a pas encore de cahier des charges, et il n'y en aura qu'à la fin de la semaine. »« C'est quoi un cahier des charges ?» demanda Mylène. « C'est, en termes simples, un document avec des exigences détaillées pour le projet. Je vous propose, à toi et à Lydie, de venir demain à la maison de campagne. On y passera la nuit, et lundi soir, on rentrera à la maison, dit Jean, anticipant un agréable repos. « Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas » demanda Lydie. « Vous boirez du thé avec du miel de tilleul, et moi je travaillerai un peu si quelque chose d'urgent arrive. Ensuite, on ira à la pêche. J'ai là-bas un grand lac, et un peu plus loin une rivière. Si vous voulez, on peut aussi aller aux champignons dans la forêt, répondit Jean en énumérant les divertissements possibles. « Il y a des serpents dans la forêt » demanda Mylène en écarquillant les yeux de peur. « Il n'y a pas de serpents, les loups les ont chassés depuis longtemps. »« Alors il y a des loups ? D'où » Mylène était bouleversée. « Ne t'inquiète pas, ils ont peur des ours. »« Jean, tu te moques de nous » demanda Lydie en le regardant avec reproche. « Lydie, c'est mon humour, ne vous inquiétez pas, personne ne vous attaquera dans la forêt. »« Vous avez envie de vous reposer loin de la ville » demanda Jean. « Me reposer, oui, mais à une condition. C'est moi qui prépare le petit déjeuner, répondit Lydie. Une étincelle s'alluma dans ses yeux. Et au fait, d'où vient ce miel de tilleul? Tu as un rucher? Non, le rucher appartient au voisin. Il est déjà âgé, mais il ne peut pas vivre sans ses abeilles. C'est sa vie d'ailleurs, et il vend le miel. Vous avez besoin de miel? Eh bien oui, c'est une bonne prévention contre le rhume pour moi et pour Mylène, répondit Lydie. Vous aurez du miel pour toi et Mylène, promit Jean. Tôt le matin, Martine, en quittant son énième amant qui habitait non loin de chez Eva, remarqua Jean avec une femme et une petite fille monter en voiture et partir. Malheureusement, elle n'eut pas le temps de réagir et de les photographier. Néanmoins, elle composa le numéro d'Eva. « J'écoute, qui est-ce » demanda Eva. Sa voix était endormie. « C'est moi, Martine. »« Tu es folle. Tu sais quelle heure il est ?»« Je sais. Je rentre de chez un ami. Il habite près de chez toi. »« Tu es devenue folle ? Il a une femme » s'exclama Eva, oubliant sa propre situation. « Et qu'est-ce que tu sais au juste ? Comment s'appelle-t-elle ?»« Brigitte. »« Exact, Brigitte. Son surnom, c'est Marteau. Elle travaille dans la sécurité. Une fois, au complexe d'entrepôt Alpha, elle a arrêté 3 voleurs, toute seule, 3 coups, et tous sans connaissance. Jusqu'à l'arrivée des secours, la police n'a même pas pu les ranimer. Et tout ça, elle l'a fait avec ses poings. Le directeur de la base a peur de la contredire, et le chef encore plus. Donc ne prends pas de risques. C'est pour ça que je me sauve de chez lui le matin. Mais ce n'est pas le sujet. J'ai vu ton Jean monter en voiture avec une femme et partir quelque part. Je n'ai pas pu photographier. C'était trop loin, et je n'ai pas eu le temps de réagir. Je vais l'appeler maintenant, dit Eva. Son cœur battait à tout rompre. Eva composa le numéro de Jean, mais une voix impassible lui indiqua que l'abonné était soit hors de la zone de couverture du réseau, soit éteint. Elle se leva du lit et alla à la cuisine, où sa mère préparait déjà le petit déjeuner. « Tu vas déjeuner maintenant ou plus tard ?» demanda-t-elle à sa fille. « Maintenant, maman. Quand je suis en colère, j'ai toujours faim, » répondit Eva. « Et pourquoi es-tu en colère ?» demanda sa mère. « À cause de Jean. »« C'est lui qui a appelé ?» demanda sa mère. « Non, Martine m'a dit que Jean a une femme avec un enfant. »« Eh bien, c'est un bon garçon. Les prétendantes font la queue pour lui, » dit sa mère, tentant de réconcilier sa fille avec la réalité. « Mais je ne veux pas que quelqu'un fasse la queue pour lui, » s'exclama Eva. « Ma fille, ton père et moi savons ce que tu as fait et pourquoi tu as fui cette ville, et pourquoi Jean t'a chassé de sa vie. Ce n'est pas toi qui l'as quitté, c'est lui qui s'est débarrassé de toi, » dit sa mère en regardant sa fille avec tristesse. « Maman, mais je ne voulais rien changer dans ma vie. Tout me convenait. Comment savez-vous ce qui s'est passé ?» demanda Eva, choquée que ses parents soient au courant. « Il nous a appelés et a dit qu'il te chassait pour infidélité et qu'il enverrait tes affaires chez nous. »
Nous avons été surpris que tu sois venu avec les affaires. Raconte, que comptes-tu faire maintenant? Lundi, j'irai chercher du travail. Seulement, il faut qu'il ne contacte pas mon ancien employeur, répondit Eva. Tu travaillais si mal que ça? Demanda sa mère. Je travaillais bien, mais certaines personnes me cherchent pour me créer des ennuis. Qu'est-ce que Martine a dit d'autre? Demanda Eva. Rien de nouveau, seulement à propos de Jean. Mais je te l'ai déjà dit. Va voir le voisin, parle-lui. Il s'appelle Benoît. C'est le directeur d'une grande entreprise. Ton père lui a parlé. Il a besoin d'un spécialiste de ta qualification, conseilla sa mère, essayant d'aider sa fille. Pendant ce temps, Jean avec Lydie et Mylène arrivèrent à la maison de campagne clairière ensoleillée. Il leur montra la chambre où se trouvaient 2 lits. Pendant qu'elle s'installait, il alla chercher du bois. « Pourquoi du bois ?» demanda Lydie surprise. « Il faut chauffer la chambre qui est humide. Mais d'abord, on va aller chez le voisin chercher du miel, » répondit Jean. Plus tard, le téléphone de Lydie sonna. Elle répondit, parla et dit à Jean. « C'est un collègue qui a appelé. Il m'invite à un rendez-vous au restaurant Brise du Soir. »« Et qu'as-tu décidé ?» demanda Jean. « C'est exclu. Premièrement, il ne me plaît pas. Deuxièmement, Mylène. Et troisièmement, j'ai décidé simplement de me reposer à la campagne. Et je ne sais pas comment me débarrasser de ces avances, » répondit Lydie, paraissant irritée. « Faisons comme ça. Je te conduirai au travail. Je t'embrasserai pour te dire au revoir. Le soir, je viendrai te chercher. Et nous partirons tous ensemble, moi, toi et Mylène. On fera ça de façon à ce que tout le monde voit. Je suis célibataire. Je ne me soucie pas de ma réputation. Tu es une jeune femme, pas mariée. Personne n'a le droit de te dire comment vivre. » Oui, pour lui, ce sera un choc quand il verra Mylène, proposa Jean en la regardant avec une étincelle espiègle dans les yeux. « Mais ça ne me convient pas. Par contre, samedi prochain, nous fêtons le centenaire de l'ouverture du premier hôpital, » dit Lydie. « Oui, c'est un événement sérieux, probablement conçu pour attirer des sponsors. Le chef espère qu'on réussira à acheter du nouvel équipement. Après la partie solennelle, il y aura une soirée. Et Rick, bien sûr, va encore me courir après, et ça me déplaît, » dit Lydie en soupirant. « Je peux t'accompagner ?» proposa Jean. « Tu peux ? Mais qu'est-ce que je vais dire ? Qui es-tu pour moi ? Un voisin ? Et Mylène, où ? Avec nous. Quelqu'un qui vit avec toi. Mylène aussi à la soirée. On dansera quelques danses. Je ne boirai pas et on partira. De plus, tu te souviens d'Axel, l'électricien. Il est maintenant chef électricien de la société de gestion Notre Maison. Mais il boit, dit Lydie. Il ne boit pas seulement avec moi. Il a une famille, des enfants de l'âge de Mylène. Ils entrent aussi en première année. On peut laisser Mylène chez eux, répondit Jean, proposant une solution pratique. Pendant ce temps, Eva était sous le choc de la réalisation de ce qui s'était passé. D'abord, elle avait pensé que Jean avait réagi de façon trop vive. Puis elle avait agi bêtement, mais tout était déjà fait. Après avoir tout réfléchi, elle décida qu'il fallait aller de l'avant. Une semaine plus tard, Jean et Lydie allèrent à l'anniversaire de l'hôpital. Lydie lui montra immédiatement Eric. Celui-ci, en la voyant, abandonna tout et se précipita vers elle. En s'approchant, il remarqua Jean, et l'expression de son visage changea, prenant un air perplexe. Néanmoins, il demanda « Et vous avez quelle table ? Nous restons peu de temps. Nous avons notre fille à la maison, » répondit Jean en tenant la main de Lydie. Après la partie solennelle, tous s'installèrent aux tables. Jean, comme promis, ne but rien. Lydie but du champagne symboliquement et vers 21h se prépara à rentrer. À ce moment, Jean sortit une bague de sa poche et, regardant Lydie dans les yeux, lui fit sa demande. « Jean, nous nous connaissons à peine, » dit Lydie embarrassée, mais sa voix portait de la tendresse. « Et alors, tu me connais depuis 2 semaines déjà, même plus. Et je t'aime, toi et Mylène, » dit Jean. Sa voix était pleine de sincérité. 1 an plus tard, lors d'un séminaire interrégional où Eva avait été envoyée, elle rencontra Jean avec Lydie au restaurant Salle de Cristal. Martine, en les voyant, chuchota à Eva. « Regarde, ton Jean est heureux, et on dit que sa femme attend un heureux événement. » En les regardant, Eva ne put s'empêcher de s'approcher et dit « Garde-le et protège-le. » Lydie regarda Jean avec surprise.
Ce n'est qu'une ombre de mon passé, répondit Jean en serrant fermement la main de Lydie. Et ensemble, ils continuèrent leur chemin, laissant le passé derrière eux.